Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter petit Linux, un petit, au sens qu'il est très peu gourmand. Vous connaissez certainement Ubuntu, de toute façon que j'ai déjà présenté. Et le problème d'Ubuntu, si vous avez une vieille machine, comme j'aime bien sur cette chaîne, il est trop lourd pour les très vieilles machines en fait. Typiquement avec un Core 2, ça fonctionnera, mais il faudra le booster à mort en RAM. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit OS très léger pour les très vieilles configs. Donc il se nomme Q4OS. Il est disponible en deux versions, c'est marqué dessous d'ailleurs. Donc une version plus moderne, disons, avec Plasma, KDE Plasma, donc c'est la version moderne de KDE. Il restera léger, il y a marqué 1 GHz de CPU et 1 Go de RAM. Je vous conseille un minimum 2 Go de RAM et un processeur dual core, et là il sera vraiment très léger. Typiquement avec un Core 2 Duo, ça ira parfaitement. Et Trinity, c'est vraiment... Trinity, c'est un fork de KDE 3 et d'ancienne version de KDE donc. Mais graphiquement, il est vraiment dépassé. Donc, ok, il consomme très peu de RAM, de ressources, tout ça. Mais je vous déconseille. Donc, uniquement si 256 Mb c'est n'importe quoi. Mais uniquement si vous avez 1 Go de RAM maxi. Et voilà, vous mettez Trinity. Mais c'est vraiment pour des petites machines. Donc dans ce test aujourd'hui, je vais te faire voir Q4OS, mais en version Plasma, donc pour un processeur un peu récent. Plus de 10 ans en fait, voilà, 10 ou 15 ans, un Core de Duo, c'est parfait. Donc on se retrouve sur Proxmox. Ce que je vais faire, je vais créer une petite machine à Proxmox très rapidement, Q4OS. Je me mets sur mon pool, bien sûr, je fais ça, je choisis mon image, donc je prends Q4OS en version Plasma. Par contre, petit détail là, j'ai oublié de dire. Vous cliquez là, non merci, je veux télécharger. Voilà. Juste ça. Q4OS, donc je disais, je prends mon image, suivant, le système, je laisse par défaut. Le disque dur, il fera 32 Go. J'active l'IO thread pour aller un peu plus vite, c'est rien. Et j'active le cache aussi, direct 5. Hop, le CPU, je vais mettre 2 petits corps. Qui ira très bien. Et la RAM, je laisse à 2 Go, c'est parfait. Le réseau, il sera en bridge, c'est bon. Et je fais finish. Et j'attends qu'il arrive. Et j'attends qu'il se crée. Hop, il vient d'arriver, voilà. Hardware. Je vais modifier quelques trucs. Là, je passe un driver, je vais prendre un standard VGA. Allez, standard VGA, c'est pas le plus performant, mais bon, et 128 Mb de RAM pour pouvoir mettre un Full HD. Et j'ajoute une petite carte son, ça peut servir. Audio device. Hop, et parfait. Bon, c'est parfait, je me mets sur console et je démarre. C'est un live CD, donc voilà, Proxmox qui démarre. Hop, on le laisse lancer tout seul. Pourquoi il se met cette espèce de mise à l'échelle là? Hop, on va zoomer comme ça, parfait. Le live CD est un peu long à démarrer, c'est tout à fait normal. Donc cet OS est une base Debian 11. C'est-à-dire que c'est un système très stable à la base. Et vous allez voir que l'installeur est tout automatisé, il n'y a pas grand chose à faire. Je mets en français. Hop, ok. Et je vais zoomer pour pouvoir. Je vais changer la résolution. Hop, on laisse démarrer. Et je vais vous faire voir l'installation. Ça prend quelques minutes. Soit je vous passerai la partie un peu longue. Voilà. On est arrivé sur Q4OS, il a détecté le réseau, c'est parfait. Ça, je ne vais pas vous le faire voir pour l'instant, je le ferai voir après. Je vais chercher juste. Hop, configuration de système, je vais vous mettre en plein. Je vais mettre à 1000.
En Full HD, ce sera plus simple. Hop, configurer de l'affichage. On passe à 1920 par 1080, s'il veut bien, parce que je sais pas. Si, ça marche, parfait. Donc voilà, en gros, c'est le bureau qu'on aura quand on aura installé l'OS. Mais je vais vous l'installer quand même pour avoir un peu plus de réactivité qu'un live CD. D'ailleurs, si vous voulez le tester, vous récupérez le live CD, vous vous amusez avec, il est parfaitement fonctionnel. Installation, voilà, faut cliquer qu'une fois. Chaque fois, j'ai une habitude de double-cliquer. On arrive sur l'assistant. Oui, c'est vraiment très bien fait. Bon, suivant. Suivant. C'est français, c'est parfait. Là, les différentes versions. Donc, le basique, c'est vraiment un truc de base. Voilà. Et desktop, il y a tout dessus. Moi, je vais prendre la basique parce que dans la desktop, il y a plein de trucs, des paquets que je veux pas, que j'ai pas besoin. Et je préfère, en fait, il m'installe par exemple typiquement Firefox. Firefox, c'est un super navigateur. Mais il faut mieux avoir 4 Go de RAM pour l'utiliser. Donc, je vais utiliser Chrome, qui est un peu plus léger. Pour la plus vieille machine, c'est mieux. Mais par défaut, même Firefox, je n'ai pas besoin. Donc, je vais prendre le basique. Le basique, c'est vraiment le système de base avec rien installé dessus. Mais bon, comme il y a le système de packaging, une librairie en fait, et on peut installer ce qu'on veut très facilement à un clic. Voilà, autant faire ce qu'on veut avec l'OS. Je prends donc le basique, je fais suivant. Voilà, là c'est le problème que je n'aime pas avec U4OS. Il me fait un truc que je déteste sur les OS, c'est me choisir une taille de swap complètement idiote. Typiquement, j'ai mis une machine avec 2 Go de RAM, donc il prend la RAM, multiplie par 2, il fait 4 Go de swap. Si vous arrivez à 4 Go de swap, je vous garantis que votre PC sera complètement frisé après qu'il marchera. Typiquement, il faudrait, l'idéal, ça serait de mettre du swap avec la logique des 2 x 2. Si on a 256 Mb de RAM, mais 512 Mb de RAM, mais à partir d'un giga de swap, il faut rester à 1 Go de swap en fait, il ne faut pas dépasser. Parce que s'il y en a trop de swap, c'est le disque dur qui va faire de la RAM, et ça va se mettre à ramer à mort. Donc pour vous, vous pouvez faire, c'est tout automatisé, vous faites effacer le disque suivant, mais je vais vous faire voir comment il faut faire si vous n'effacez pas le disque, et que vous le faites en manuel. Un manuel pour pouvoir choisir, mais 1 Go de swap. Partition manuelle. Nouvelle table partitionnement. On va le mettre en JPT. Master Board Cord si vous avez un disque dur de petite taille. Et si vous avez un gros disque dur, vous mettrez un GPT. Mais GPT, la particularité, c'est qu'il faut avoir une petite partition de 8 Mb au tout début. Voilà, donc je clique dessus. Je fais créer une petite partition. Je veux la faire. Hop, comme ça. 8 Mb. Et que je veux la mettre en non formaté. Oui, c'est très spécial. Il faut le savoir. Mais de toute façon, il vous le dit juste dès qu'on fait entrer. Donc, BIOS-Grub, voilà. Hop. Je reviens là. Et là, je crée mon swap. Si vous n'êtes pas un GPT, vous n'avez pas besoin de créer la petite partition. Donc là, je mets mes fameux 1024 mégaoctets. Je la formate en Linux Swap et j'y dis que c'est un fichier d'échange. Voilà. Ce que j'aime pas trop, c'est que la version traduite en français traduit le nom des drapeaux. Donc effectivement, la partition c'est Linux Swap, mais c'est un swap, c'est échange. Voilà. Ok. Et au final, je crée la partition principale. Hop. Avec le point de montage sur la racine, slash. Donc, et là, je reprendrai tout. Donc c'est bien ma partition qui va faire l'amorçage. Ok. Et je me retrouve dans la racine. J'ai deux petits flags. Voilà. Et là, normalement, si je fais suivant, il me dit un truc. Voilà. Il le dit en anglais. Si vous configurez une partition GPT, vous devez créer une petite partition de 8 Mb avec, au tout début du disque avec BIOS-Grub activé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais si vous faites voilà, automatique, vous n'avez rien à faire, bien sûr. Donc, le pseudo. Ah, mais un petit mot de passe totalement ridicule d'un caractère. Et je démarre la session automatiquement. Suivant. Et là, il rappelle tout ce qu'il va faire. Donc, je fais juste installer. Ça prend un certain temps. Donc, je vais... il est 15h14, vous pouvez voir.
Je vais vous reprendre juste après. Il vient de terminer l'installation. Donc il va juste faire redémarrer. Ah, donc vous voyez, là, vous avez vu l'installation, elle est toute assistée, comme c'est sous Ubuntu, beaucoup du système d'exploitation assisté. Je vais juste virer le lecteur CD, on ne le mettra pas, et je retourne sur la console. Et je désactive, comme d'habitude, cette espèce de redimensionnement automatique là qui me met. Ok, congratulations, vous avez réussi à installer l'OS. Parfait. Il n'est pas 100% traduit. Allez, il a oublié mon écran. Et c'est tout à fait logique, de toute façon sur les VM c'est souvent le cas. Configuration système, je vous remets à 1920. Hop. Pour mieux voir. Voilà, appliquer. Parfait. Voilà, donc on a le système de base. Là, je vais laisser afficher. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose installé. Application. Donc il y a des trucs configuration. Internet. Il y a Conqueror. Conqueror, c'est un navigateur de KDE. Je vais installer un autre. Voilà, il y a quelques trucs. Installer. Terminal. Q4 software. Un truc de surveillance de ressources. D'ailleurs, par curiosité, juste qu'on vient de démarrer. À combien on a de RAM de libre? Hop, je passe juste un peu l'écran. Utiliser 500 mégas. Il n'est pas très gourmand. C'est ce qu'on va faire. Déjà, on peut voir profil. Donc on a choisi le basique tout à l'heure. On peut installer des applications. On peut installer les codecs propriétaires, ce que je vais faire dessus d'ailleurs. Hop, il explique que les codecs seront utilisés par VLC et MPlayer. Voilà. S'il veut. On va installer VLC d'ailleurs. Il ne doit pas être installé de base. Voilà, codecs sont installés et on va installer quelques applications. Hop, ici. Placement Discover, c'est l'outil qui permet d'installer des applications, en plus de celui-là. Donc celui-là, ça c'est les applications optimisées pour Q4OS, mais on a aussi les applications de base de KDE, disponibles de KDE et des Debian, disponibles via Placement Discover. Donc je vais quand même l'installer, parce que s'il y en a des applications qui ne sont pas là et qu'on veut, vous voyez, c'est très simple, tout est automatisé, on se croirait sur Windows. Ok. Ça c'est fait. Je vais installer Chrome. J'ai 2 Go de RAM, j'installe Chrome. Si vous avez plus de RAM, vous pouvez utiliser Firefox. Update Manager. Hop, on va déjà installer celui-là, mais pas installer 2 trucs à la fois. Bon, installation de Chrome, ça prend quelques secondes, c'est bon. Chrome 5e, dernière version disponible. Ah ben VLC n'est pas installé, on va l'installer aussi. Update Manager qui permet de maintenir le système à jour. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi c'est pas installé de base. Hop, on l'installe aussi. Et c'est tout ce que je vais installer, je pense. VLC aussi à y être. Bien. Voilà, j'installe VLC, ça sera fait. Après, ça reste une Debian, donc si vous avez l'habitude d'Ubuntu Debian, les lignes de commande seront les mêmes. apt, toutes les compagnies, apt install, search, remove, tout ça, ça existe. Voilà, terminé. Et le reste, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bon là, pas trop utile, synaptique non. Des thèmes, Clémentine c'est un lecteur de musique sympa, vous pourrez l'installer, il est très très bien. J'ai participé pour gérer les répartitions. Un visualisateur de documents, tiens, donc on va l'installer, parce que ça c'est pour voir les PDF en gros.
Ça, vous pourrez pas. Et c'est bon. Et le reste, Krita pour le dessin, très sympa. Bref, vous regarderez ce qui vous intéresse. Et là, je le quitte celui-là, je vais juste lancer. Hop. Bon, ça, je quitte ça. Je vais juste lancer Chrome. Pour faire voir. Internet. Chrome. Je ne veux pas envoyer des données des statistiques à Google, merci. Hop, Chrome qui est là. Je vais le marquer sur l'icône épinglée. Voilà. Comme ça, il restera en bas de la barre des tâches, même si je le ferme. Vous voyez ? Voilà, il est bien en bas de la barre des tâches. Et normalement, j'ai dû installer, je sais pas où il va se retrouver. Discover, voilà, le fameux truc pour installer des logiciels KDE. On va voir s'il marche. Voilà, il marche parfaitement. Pas étonnant. C'est un clic sur un truc. On a les captures d'écran. Voilà, c'est vraiment la modification de photos, c'est écrit là. Et on peut chercher par exemple la visualisation d'image qui n'est pas installée par défaut, bien sûr. Voilà, le GwenView, donc on peut installer GwenView. Bon, bref, il est vraiment installé sans rien. Je sais même pas combien il y a d'espace occupé par défaut. Il est où console? Il est là. Je vais l'ancrer, ça toujours en terminal. df-hs, ok, du-hs. Là, ça va df-h. Combien d'installés par défaut dans ma partition slash utiliser 5 Go. Dispo 24. Il m'a bien activé ma partition swap. Oui, il m'a bien activé ma partition swap d'un giga. Il va l'utiliser. Parfait. Donc, ouais, voilà, vous ferez le tour de toutes ces explications. De toute façon, il y en a tout plein, vous verrez. Pas bon, peut-être. Voilà. Et les applications, il y en a, ça manque pas. Hop, on revient là. Ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer pour prendre à froid combien il consomme de mémoire. Un peu moins de 500 mégas, je présume. Donc je redémarre de suite. Voilà, ça c'est vraiment pour... Parce que là j'ai lancé plein d'applications, on ne peut pas voir combien il consomme de mémoire à froid. Et après je vais vous faire voir ce que Trinity, qui est en train de tourner à côté d'ailleurs, combien de RAM il consomme. Il reboot. Je pense pas qu'il m'a conservé ma résolution d'écran, on va voir ça de suite. Ah si, il a conservé, parfait. J'ai rien dit. Ok, je lance mon terminal, je ferai free-m et il consomme 454 mégas de RAM au démarrage, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'à tourner. C'est vraiment pas beaucoup. On va aller sur le navigateur web. On va aller sur un site, par exemple clubic.com. Pas n'importe quoi. Voilà. Je pourrais vous faire voir la vitesse. Ah, j'ai une molette qui marche pas, c'est celle de mon PC. Et tout ce qui est réactivité, tout ça. Pourtant, j'ai pas mis un monstre en puissance. Je vous rappelle que mon Proxmox c'est un petit i5 6500. Et là, je l'ai bridé qui tourne dans une faible, donc Proxmox. Et je l'ai bridé à 2 cœurs.
Voilà, ça. Hop, map. Voilà, ça marche pas plutôt pas mal. Si je suis un driver VGA. Bon, c'est pas super fluide, là ça vient du driver de la VM. Et je vous rappelle que le Proxmox, je l'ai à travers le réseau l'écran, donc je vais pas direct. Oui, ça marche pas mal. Ça, c'est très gourmand. Normalement, on va voir. Hop, je sais pas où il est mon Chrome. Voilà, vous voyez. Utiliser libre 150 mégas. Faut pas trop le regarder parce que vous voyez, on utilise réellement 1 Go de RAM. Et en fait, il fait du cache, du cache, c'est-à-dire que ça c'est utilisable en fait. Ça c'est vraiment, imaginons on lance un logiciel, il met en mémoire les librairies communes, l'équivalent DLL de Windows, et comme on ne s'en sert pas, il les a laissés charger à mémoire. Si on relance le programme, il n'a pas à les recharger, ou un programme qui se sert de ces librairies, donc c'est beaucoup plus rapide. Et bien sûr, s'il a besoin de mémoire, il va détruire ce qu'il y a dedans, dans le cache, et pour libérer de la mémoire. Donc vous voyez, en ressources, ça n'a strictement rien à voir avec un autre OS dans notre utilisation. Que ça soit... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Que ça soit Ubuntu ou même Windows d'ailleurs, parce que Windows 10 est devenu de plus en plus lourd. Donc je l'ai utilisé un bon moment, Windows 10, pour faire mes tests avec mon corps de quad, 4 cœurs. La réactivité n'est pas vraiment là, pourtant un corps de quad était quand même réputé à l'époque pour être extrêmement haut de gamme. Alors que là-dessus, Q4OS, c'est vraiment il y a tout qui tourne. Vraiment un super petit logiciel, petit OS. Et ça reste une base Debian. Donc si vous voyez, si on fait apt, sudo apt, avec le micro devant le clavier, c'est pas pratique. Apt install vim, je vais voir. Oui, ça marche très bien, oui, on est bien sur une Debian qui et Ubuntu est basé sur Debian aussi, donc les lignes commandes restent les mêmes. Et pour tout se rechercher, tout ce qui est, par exemple, si vous avez des problèmes, si vous avez des drivers à installer, tout ça, tous les tutos restent disponibles sur Ubuntu Debian, ce sera les mêmes. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et à noter que si vous installez Firefox, contrairement à Ubuntu, je pense pas qu'il y ait Snap. Non, le Snap n'est pas installé. On peut l'installer, bien sûr. Sudo apt install snap. Voilà, je ne vais pas l'installer. Mais on peut installer Snap, on peut installer Flatpak, comme sur Ubuntu. Mais par défaut, il n'est pas installé. Parce que par défaut, c'est conçu pour que ce soit le plus léger possible. Snap étant extrêmement lourd, ils ne l'ont pas installé de base. C'est tout à fait logique. Donc, je voulais faire voir quand même qu'on est... Pas free, pardon, on va voir la version du kernel. On est un kernel 5.10. Et est-ce que ETC, est-ce qu'il y a une LB? Il n'y a pas de version. Il n'y a pas de release. Il y a une Debian version. Ils ont tous... Voilà. On est bien en Bullseye 11.3, donc je disais Debian stable 11.3. Donc Debian c'est réputé pour la stabilité. Ubuntu c'est version un peu plus moderne de Debian puisque c'est basé sur la version testing, mais c'est censé être un petit peu moins stable. Debian c'est vraiment extrêmement stable. Et là le but du jeu, donc c'est d'avoir un OS extrêmement léger, et c'est le cas. Bien sûr, il y en a beaucoup qui installent par exemple des Ubuntu version léger, genre Ubuntu basé sur MAT ou XFCE pour avoir un OS un peu plus léger. Et là, on a l'avantage qu'on se retrouve sur un environnement graphique KDE qui est quand même super sympa, joli et tout. Ok. Il y a HTOP installé de base. Oh, c'est rigolo d'avoir installé HTOP de base. Je l'ai jamais installé. Donc j'espère que cette vidéo de présentation sur Q4OS vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.